Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation où je vais vous présenter la clé USB IronKey S1000 basique de chez Kingston. Alors, qu'est-ce qu'elle a donc de si particulier cette IronKey? Eh bien, c'est une clé USB qui est en fait ultra sécurisée et nous allons voir comment ils ont sécurisé cette clé USB. Donc déjà, c'est une clé USB que l'on peut avoir entre 4 Go jusqu'à 128 Go. Mais le prix va en conséquence, c'est-à-dire que nous avons un prix qui va de environ 130 € jusqu'à plus de 500 €. C'est-à-dire que la 64 Go fait déjà aux alentours de 500 €. Alors, je n'imagine même pas la 128 Go. Donc, c'est plutôt un investissement important par rapport au prix d'une clé USB classique. Ses dimensions sont de 82 mm sur 21,1 mm sur 9,1 mm, ce qui en fait une clé USB plutôt grosse. Donc, si vous voulez la mettre à votre porte-clés, je pense qu'elle sera un petit peu encombrante. Mais bon, vous allez voir pourquoi elle est un petit peu plus encombrante qu'une clé USB classique en plastique que vous achèteriez dans le commerce. Son poids est donc de 32 grammes, étant donné que, entre autres, elle est faite de métal, et nous allons le voir tout à l'heure également de résine. Sa température de fonctionnement est de 0 °C jusqu'à 70 °C. Ça, c'est ce qu'ils garantissent. Mais en fait, elle est capable de résister à beaucoup plus que ça. Elle serait capable de résister à des températures supérieures à 100 degrés. Elle est équipée d'un système de chiffrement à la volée en AES 256 XTS mode, ce qui veut dire qu'elle a tout ce qu'il faut intégrer à l'intérieur pour chiffrer à la volée tous les fichiers que vous mettrez dessus. Elle est également certifiée FIPS 140-2 niveau 3. Alors il faut savoir que la norme FIPS 140 est une norme américaine de sécurité et qu'elle comprend 4 niveaux. Alors, pourquoi cette clé USB n'est que de niveau 3 et non pas de niveau 4? Je vais vous l'expliquer tout de suite. Tout d'abord, commençons par le niveau 1. Le niveau 1 ne demande que d'avoir un chiffrement qui soit correct. Il n'y a pas de protection physique particulière du matériel. À partir du niveau 2, on demande une protection physique, c'est-à-dire que l'on veut que le matériel soit protégé physiquement, mais il n'est pas capable de détecter d'éventuelles intrusions. Le niveau 3, lui, est capable de détecter une intrusion, c'est-à-dire aussi bien une intrusion électronique, en passant par une machine, ou une intrusion physique, c'est-à-dire que si j'essaye par exemple d'utiliser une perceuse ou une scie pour essayer d'atteindre les puces de la clé, eh bien celle-ci détecte l'intrusion et s'autodétruisent automatiquement. Quant au niveau 4, eh bien le niveau 4 est capable de détecter en fait des changements d'environnement. C'est-à-dire qu'on sait par exemple que sur une machine, si on gèle la mémoire d'un ordinateur quelques secondes après son extinction, on est encore en mesure de récupérer ce qu'il y avait dans la mémoire. Donc on peut mettre en place des mécanismes qui détectent par exemple cette variation de température pour que la mémoire par exemple s'autodétruise. Donc c'est ce que fait le niveau 4 de sécurité, c'est-à-dire que le système est capable de détecter des différences dans l'environnement et de s'autodétruire en cas d'une fluctuation anormale de l'environnement qui l'entoure. C'est pour cela que cette clé n'est que de niveau 3, car imaginez par exemple un scientifique qui travaillerait dans l'Antarctique à moins 40, ce serait quand même dommage que sa clé USB s'autodétruise en descendant de l'hélicoptère. Donc cette clé est étanche, résistante au choc et à l'intrusion. Voyons voir maintenant un peu plus en détail ce qu'il y a à l'intérieur. Alors tout d'abord, il y a une puce cryptographique qui contient votre clé de chiffrement AES 256. Et cette puce cryptographique est particulièrement importante puisqu'elle permet à votre clé de rester stockée dans la clé et non pas dans la mémoire de la machine. Et ça, c'est une partie extrêmement importante. Pourquoi? Eh bien, par exemple, si vous utilisez sur votre machine un système de chiffrement comme VeraCrypt, eh bien, les clés de chiffrement vont être stockées dans la mémoire de la machine. Mais pire encore, elles peuvent se retrouver dans le fichier de pagination qui se trouve sur le disque dur ou dans le fichier d'hibernation et peuvent être récupérées par la suite. D'ailleurs, j'aurai l'occasion de faire une vidéo à ce sujet. Avec cette clé, comme elle est totalement autonome, elle n'a pas besoin de stocker vos clés de chiffrement dans la mémoire de la machine. La clé de chiffrement reste dans la clé. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est ce qui, à mon avis, en fait sa force. Ensuite, vous avez bien sûr des mémoires contenant vos fichiers chiffrés. Tout ceci est plongé dans de la résine époxy. Alors, qu'est-ce que c'est que de la résine époxy? Eh bien, c'est un composant que vous avez certainement déjà utilisé si vous bricolez, puisque ça se trouve dans n'importe quel magasin de bricolage. C'est en fait une résine bicomposant. Généralement, c'est présenté sous la forme de 2 seringues avec un composant dans chaque seringue. Et lorsque vous mélangez les composants, eh bien,
la résine durcit et vous obtenez quelque chose qui est aussi résistant que de l'acier. C'est-à-dire que vous pouvez même le travailler comme du métal, ça peut se percer, se scier, se poncer à volonté. Donc c'est un petit peu ici comme si les puces électroniques de la clé étaient plongées dans de l'acier. La différence, c'est que la résine époxy est bien sûr isolante électriquement, elle est également isolante thermiquement et rend extrêmement difficile l'accès aux puces physiquement. Si quelqu'un voulait accéder aux puces en essayant de scier ou de percer, il aurait toutes les chances d'endommager les puces qui se trouvent dedans. Sans parler du fait que les puces sont capables de détecter l'intrusion et donc s'autodétruiraient dès qu'elles sentiraient qu'elles ne sont plus en contact avec la résine époxy. Et tout ceci est enveloppé en plus dans une coque en métal plutôt épaisse qui résistera également aux attaques extérieures. Donc vous voyez qu'ici on a un véritable petit coffre-fort numérique portatif. Alors par contre pour moi il y a un petit défaut au niveau de la protection physique, c'est le capuchon qui protège la clé USB en elle-même. Je trouve que le capuchon s'enlève trop facilement, donc si par exemple vous vouliez mettre cette clé USB à votre porte-clés, eh bien vous avez toutes les chances à mon avis de perdre très rapidement le capuchon, car en fait il n'y a aucun clip, rien qui retient le capuchon, c'est uniquement en fait du caoutchouc qui se trouve à l'intérieur du capuchon qui va venir serrer en fait la prise et maintenir le capuchon. Donc je pense qu'à la longue, à force d'enlever et de remettre ce capuchon, ça va finir par certainement prendre en plus du jeu et ça risque de partir assez rapidement et de se perdre assez rapidement. Donc là je pense qu'il y aurait vraiment une amélioration à faire pour que le capuchon soit clipsé d'une certaine façon et verrouillé de façon à ce qu'il ne puisse pas partir, d'autant plus que le bout de la prise USB n'est pas plus solide en fait qu'une prise USB classique en USB 3, donc ça serait bien de ne pas perdre le capuchon parce que c'est quand même une protection importante. Et bien maintenant je vous propose de voir concrètement comment elle fonctionne cette clé. Donc la première fois que vous allez connecter la IronKey à votre machine, eh bien elle va se comporter comme une clé USB normale, sauf qu'elle ne fera que à peu près 300 mégas, et que vous verrez donc ces fichiers que vous voyez ici à l'écran à l'intérieur de cette clé USB. Donc vous voyez qu'il y a entre autres un dossier aussi Linux qui est fait pour donc faire fonctionner la IronKey sur un système Linux. Et vous avez ce fichier ici, ironkey.exe, sur lequel vous pouvez double-cliquer pour lancer le système pour la première fois de la clé. Donc vous avez cette première fenêtre qui apparaît, où on vous propose d'abord de sélectionner la langue que vous préférez pour l'utilisation de la IronKey. Donc ici, c'est automatiquement mis identique à mon ordinateur, ce qui est le plus pratique. Sinon, et bien sûr, on peut sélectionner une autre langue. Je vais quand même spécifier que je veux du français. Je vais cliquer sur « J'ai lu et j'accepte l'accord de licence d'utilisation » parce que, bien sûr, je l'ai lu, comme tout le monde. Et je vais cliquer sur « Continuer ». Maintenant vient le moment crucial où il va falloir mettre le mot de passe pour protéger la clé. Allons-y. Une fois que vous avez tapé le mot de passe et que vous l'avez confirmé, vous cliquez sur le bouton Continuer. Alors ici, on vous propose deux possibilités. Dans le cas où une personne essayerait 10 fois de suite de rentrer un mot de passe et que ce mot de passe n'est pas bon, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est que la clé se réinitialise totalement, c'est-à-dire qu'elle n'est pas détruite physiquement, elle continue de fonctionner, mais toutes les données qu'elle contenait sont effacées. Et la seconde possibilité qui, elle, est définitive, c'est la destruction physique de la clé. C'est-à-dire que là, la clé va vraiment se détruire physiquement et elle sera totalement inutilisable pour quiconque, y compris vous-même. Donc vous avez quand même une grande marge de manœuvre puisqu'il y a quand même 10 tentatives avant la destruction de la clé. Mais si vous êtes du genre à vous tromper de mot de passe 10 fois de suite parce que vous avez tout simplement oublié d'activer le pavé numérique de votre clavier, eh bien je vous conseille simplement de mettre la réinitialisation de la clé plutôt que la destruction parce que c'est quand même une clé USB qui n'est pas donnée, c'est un petit peu cher comme clé USB. Donc il vaut peut-être mieux pour vous, si votre budget n'est pas expansif à volonté, de simplement réinitialiser le mot de passe plutôt que de détruire la clé physiquement.
Maintenant, il en va bien sûr également du type de données que contient votre clé. Si vous êtes peut-être quelqu'un de haut placé dans un gouvernement et que les données qui sont contenues dans cette clé sont d'une extrême importance, il vaudrait peut-être mieux choisir effectivement la destruction physique de la clé. C'est à vous bien sûr ici d'évaluer le risque et la protection que vous voulez des données qui se trouvent dans cette clé. Mais donc, il y a deux possibilités, réinitialisation ou destruction physique de la clé. Bien, donc la clé de chiffrement a été générée à partir de votre mot de passe et a été stockée dans la puce cryptographique. La mémoire a également donc été formatée et est prête à être utilisée. Donc, lorsque vous branchez la clé IronKey, vous vous retrouvez donc avec l'habituel espace de 300 et quelques mégas dans lequel sont les fichiers permettant de déverrouiller la clé. Donc, je clique 2 fois sur IronKey et cette fois-ci, on me demande le mot de passe qui permet de déverrouiller la clé. À remarquer qu'on a la possibilité ici de déverrouiller la clé en mode lecture seule. Ce qui est plutôt intéressant car votre clé, une fois déverrouillée, est tout aussi vulnérable qu'une clé USB classique. S'il y a par exemple un malware sur votre machine et que ce malware décide d'effacer les fichiers qui se trouvent sur cette clé, il le fera tout aussi bien que si c'était une clé USB normale. En déverrouillant votre clé USB en mode lecture seule, vous protégez vos fichiers de toute modification. Donc ici, je vais la déverrouiller de façon classique en tapant le mot de passe. Nous arrivons donc sur un panneau de commande. En bas à droite, nous est indiqué l'espace restant sur cette clé. C'est une clé de 4 Go, donc ici il me reste 3,7 parce que j'ai déjà mis des fichiers dessus que je vais vous montrer tout à l'heure. Et on a dans ce panneau de commande une liste des fichiers ou des applications que l'on a l'habitude d'utiliser et qui sont stockés sur la clé. Par défaut, vous avez ici le guide d'utilisation de la clé qui est en PDF. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dans ce panneau de commande. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, on va utiliser pour ça le deuxième icône qui permet d'ouvrir en fait le contenu de votre clé. Et vous voyez que j'ai déjà mis des dossiers dedans avec plusieurs choses, entre autres des certificats numériques que je vais mettre à l'abri, différents documents, et puis des systèmes de chiffrement que j'ai l'habitude d'utiliser comme ENCFS, KeePassX ou encore le Tor Browser et VeraCrypt. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir, par exemple, ouvrir le dossier du Tor Browser et glisser-déplacer le fichier qui permet de lancer le Tor Browser. Et ainsi, je l'ai directement dans le panneau de commande lorsque j'ouvre ma clé. Et je peux faire ça avec tout le reste. Par exemple, je peux également mettre le fichier de VeraCrypt ou encore mon gestionnaire de mots de passe, KeePassX. Et donc maintenant, je peux cliquer directement ici sur KeePassX et ça va m'ouvrir KeePassX pour ouvrir ensuite mon fichier contenant mes mots de passe. Donc vous voyez, ce petit panneau de commande est bien pratique. En tout cas, moi j'ai apprécié l'idée. Ça vous permet de tout de suite accéder dès l'ouverture de votre clé au logiciel ou au fichier que vous avez besoin d'utiliser avec votre clé. Donc plutôt une bonne idée. Passons maintenant au troisième bouton qui représente en fait les paramètres de la clé. Alors on va commencer par le menu Outils et la mise à niveau vers Entreprise. Alors, qu'est-ce que c'est que cette mise à niveau vers Entreprise ? Ici, nous sommes sur une version basique de la clé, mais il existe donc une version Entreprise qui permet à une entreprise d'avoir le contrôle total de toutes les clés USB qui sont détenues dans l'entreprise. Alors pour moi, c'est un gros point noir de cette clé, c'est-à-dire qu'il est possible pour un administrateur d'une entreprise de pouvoir accéder à la clé et même de déclencher sa destruction à distance. Donc imaginons que vous êtes un chef d'entreprise et que vous avez donc plusieurs collaborateurs à qui vous donnez des fichiers sur une IronKey, et ce sont des fichiers confidentiels que vous ne voulez pas voir se balader partout. Un de vos employés démissionne et puis part avec la clé USB, ne la rend pas, et par sécurité, vous, à distance, en tant que chef d'entreprise, vous allez pouvoir donc déclencher la destruction de la clé USB. Alors, ça peut paraître bien comme ça sur le papier, mais ça montre une chose, c'est qu'il est donc possible d'avoir un accès distant à la clé USB. Et ça, pour moi, c'est plutôt très très embêtant.
Alors bien sûr, on va nous raconter que c'est sécurisé, etc., blablabla, blablabla. Enfin bref, ça doit vous rappeler un petit quelque chose qui s'appelle l'Intel Management Engine. Vous voyez, ces petits systèmes auxquels on peut accéder à distance et qui sont ultra sécurisés. Donc j'ai très très peu confiance en ce genre de système, et donc ça c'est un gros point noir pour moi sur cette clé. Ceci étant dit, je peux comprendre l'idée qu'il y a derrière ce système, qui effectivement peut être certainement très intéressant pour certaines entreprises. Mais étant donné que c'est un produit qui est fabriqué aux États-Unis, voilà, est-ce que j'ai besoin d'en rajouter plus? Donc pour moi, le fait que cette clé puisse être accessible à distance est un gros défaut. Ensuite, il y a la possibilité donc de faire un formatage du volume sécurisé, c'est-à-dire un formatage de type wiping, de façon à s'assurer que les données ne puissent pas être récupérées même si quelqu'un avait le mot de passe. Donc ça, c'est une bonne chose. Et puisque l'on parle du mot de passe, eh bien, nous allons aller sur le menu mot de passe. Et nous allons un petit peu parler de ce fameux système d'autodestruction. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a deux possibilités. Dans le cas où vous avez tapé 10 mots de passe erronés, eh bien, la clé va se réinitialiser. C'est le cas ici, puisque la case est cochée. Et l'autre solution, c'est que la clé s'autodétruit. C'est-à-dire que là, vous pouvez la mettre à la poubelle, vous ne pouvez plus du tout l'utiliser, elle devient totalement inutilisable. Et vous avez même le voyant de la clé qui habituellement est vert, qui passe au rouge pour vous indiquer qu'elle est fichue. Alors, voyons comment ça se passe si je voulais qu'elle se mette en mode autodestruction. Je vais décocher la case. Et là, on me demande le mot de passe de la clé. Ce que je vais faire, je dis oui. Et voilà, tout simplement, maintenant, elle s'autodétruira. Alors, petite précision quand même, il y a une protection supplémentaire, c'est-à-dire que si vous tapez 3 fois de suite un mot de passe erroné, la clé va vous obliger à la débrancher de la machine et à la rebrancher. Donc ça veut dire que vous devrez au moins débrancher et rebrancher votre clé 3 fois de suite avant qu'il y ait une réinitialisation ou une destruction. Alors, quand je parle de destruction, cela ne veut pas dire que la puce va griller dans la clé USB. En fait, ce qui se passe, c'est que toutes les données, tout le firmware, tout ce qui fait fonctionner la clé va être effacé de la puce cryptographique. Donc la puce cryptographique, qui est en fait la passerelle et qui est en fait tout le fonctionnement de la clé, va devenir une coquille vide totalement inutilisable, ce qui va rendre la clé totalement inutilisable. Alors, une chose que je regrette, c'est que dans la version basique, il n'est pas possible de changer le nombre de mots de passe erronés maximum. Ici, c'est fixé par défaut à 10. Par contre, pour le modèle entreprise, il est possible pour l'administrateur de changer cette limite et de faire en sorte, par exemple, que la clé s'autodétruise au bout de 3 mots de passe erronés au lieu de 10. Je regrette que ce ne soit pas possible dans la version basique. Alors bien sûr, il est également possible de changer le mot de passe de la clé, simplement en rentrant ici le mot de passe actuel et le nouveau mot de passe confirmé 2 fois. Allons maintenant dans les préférences. Alors bien sûr, vous pouvez changer la langue de la clé, mais vous pouvez également lui demander de se verrouiller automatiquement en cas d'inactivité. Donc ici, je peux cocher la case et puis indiquer que je veux qu'elle se ferme automatiquement au bout de 60 minutes d'inactivité. Alors, inactivité, ça veut dire qu'il ne doit pas y avoir ici de fichiers ouverts sur votre clé, comme par exemple un document Word ou autre. Cependant, vous pouvez indiquer à la clé de se fermer quand même dans le cas où il y ait un fichier ouvert sur cette clé. Alors, attention à cette option, car vous risquez de perdre vos données, c'est-à-dire que vous n'aurez pas le temps ici de sauvegarder votre fichier et donc vous risquez de perdre le travail que vous avez fait. Donc attention à cette option, mais cependant c'est une option d'urgence, c'est-à-dire vraiment vous assurer que la clé se verrouille quand même, quoi que ce soit qui soit ouvert dessus. Alors maintenant il y a cette option que j'ai trouvée plutôt intéressante qui permet en fait d'afficher un message sur l'écran de déverrouillage, c'est-à-dire la fenêtre qui vous permet de taper votre mot de passe. Imaginez par exemple que vous perdez votre clé USB et qu'elle tombe par exemple dans la rue et que quelqu'un la ramasse, eh bien il va prendre cette clé USB et il va la brancher sur sa machine et à ce moment-là, il va cliquer sur IronKey certainement par curiosité, ça va déclencher la fenêtre et il y aura un message qui indiquera par exemple
Merci de bien vouloir renvoyer cette clé à monsieur untel, à l'adresse untel, et donc la personne saura à qui appartient la clé et pourra peut-être vous la ramener. À la rigueur, vous pouvez même mettre qu'il y aura une petite récompense à la clé, on ne sait jamais. Parfois, il faut motiver un peu les gens pour qu'ils vous rendent ce que vous avez perdu. Donc ça, c'est également, je trouve, une très bonne idée. Sauf bien sûr, si vous voulez rester anonyme. Ensuite, il y a les informations. Alors, les informations sont diverses et variées. Vous avez des boutons qui vous permettent d'aller sur le site web, de consulter les mentions légales, les certifications, etc., etc. Vous avez également le numéro de série de la clé que vous ne devez pas divulguer. Et également la version du logiciel et la version du firmware. Alors, il faut savoir que vous pouvez mettre à jour le firmware et le logiciel. Vous avez sur le site internet de Kingston donc à votre disposition des fichiers qui permettent de mettre à jour. À ce jour ici, les versions sont celles que vous voyez à l'écran, 5.01 pour le logiciel et 3.05 pour le firmware. Donc, c'est la dernière version là que je suis en train de vous montrer aujourd'hui. Voilà, pour le reste, cette clé USB se comporte exactement comme n'importe quelle autre clé USB. Vous pouvez y copier des fichiers de la même façon que vous le feriez avec une clé USB normale. Revenons à notre panneau de commande. Donc en conclusion, je dirais qu'on n'est pas passé loin de la perfection. Il y a donc deux choses qui m'embêtent. La première petite chose, c'est donc le capuchon qui, à mon avis, aurait mérité une meilleure fixation de façon à ne pas le perdre. Mais le plus gros problème pour moi sur cette clé, c'est donc le fait qu'il y ait un système permettant d'y accéder à distance. Donc je dirais que cette clé serait idéale si elle était utilisée sur une machine qui n'est pas connectée à Internet. Pourquoi pas, par exemple, une machine virtuelle qui serait sur CubesOS. Donc il y a ici peut-être des choses à imaginer pour éviter que cette clé USB communique avec l'extérieur. Donc je ne vous conseillerais pas ni ne vous déconseillerais pas cette clé car tout dépend de l'utilisation que vous allez en faire et sur quel système en fait vous allez l'utiliser. Car ne l'oubliez pas, lorsqu'elle est déverrouillée, elle est tout aussi vulnérable que n'importe quelle autre clé USB, mais une fois verrouillée, elle apporte quand même beaucoup d'avantages sur la protection des données. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.